Je sais pas si vous vous souvenez, mais il fut un temps où les créateurs sur YouTube se plaignaient de la démonétisation. Alors, beaucoup d'entre eux s'étaient justifiés, parce que ces créateurs dépendaient entièrement de cette monétisation par YouTube, et beaucoup d'autres, beaucoup moins, surtout les très gros, parce que, d'ailleurs, même d'autres gros créateurs le disaient, le fait d'être sponsorisé permettait d'avoir de grandes rentrées d'argent, et il y en a beaucoup qui étaient sponsorisés et qui se plaignaient que ils perdaient de l'argent, leurs revenus de YouTube. Eh bien, on va voir qu'aujourd'hui, cet argument pour essayer d'avoir un peu la pitié peut aussi marcher dans d'autres domaines, notamment en Russie, où Vladimir Poutine est accusé par l'opposant russe Navalny, Alexei Navalny, d'avoir caché des biens, d'avoir détourné de l'argent public afin de financer ces biens. Et le président russe lui a répondu, point par point, lui ou ses homologues ou son gouvernement a répondu, et on va un peu voir les arguments du président russe, et on va voir la réponse évidemment des opposants face à chacun des arguments. C'est pour ça que j'ai pris cet article, parce qu'il est hyper méga intéressant. Parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre au mot non plus juste des personnes qui disent des choses ainsi. Navalny accuse, preuve à l'appui, mais il y a toujours un droit de réponse. Et bien entendu, les accusateurs, on va le dire comme ça, ont le droit aussi évidemment de se justifier face à chacune des réponses. Bref, vous allez voir, c'est très très intéressant. On va directement sur l'article. Le palais qui n'appartient pas à Poutine, comment le Kremlin tente de discréditer l'enquête de Navalny. Le régime russe a pour règle d'ignorer les accusations lancées par ses opposants pour ne pas leur donner corps dans le débat public. Rien que cette technique-là, je le souligne quand même, mais cette technique-là est très très intelligente, parce que c'est finalement un peu la même chose qu'on fait en Belgique avec ce qu'on appelle le cordon sanitaire du côté francophone. C'est donc qu'on ne donne pas la parole à l'extrême droite, parce qu'on considère que l'extrême droite a fait des ravages par le passé. Donc on leur permet de se présenter, mais on ne leur donne pas la parole dans les débats publics pour ne pas donner corps effectivement à ce qu'ils disent. Maintenant, on peut parfois répondre à leurs argumentaires, etc. Mais jamais ils ne seront interviewés à la télé ou quoi que ce soit. Voilà. Et c'est effectivement dans cette optique que moins un parti a de visibilité, moins il a tendance à pouvoir mettre ses idées, à pouvoir les implémenter. Mais le Kremlin n'a plus pu rester silencieux face à la diffusion virale de la vidéo d'Alexei Navalny sur le palais de Poutine. Le film a déjà été visionné plus de 100 millions de fois dans le monde, alors que la Russie compte 145 millions d'habitants. Sachant qu'en plus, il y a je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contre Poutine, on va dire. Maintenant, je ne sais pas du tout les proportions, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais c'est clair qu'il n'y en a pas des moindres, mais de là à dire qu'il y a 100 millions... Enfin, 2/3 de la population russe qui est capable à elle seule de regarder cette vidéo, je ne suis vraiment pas sûr, donc à mon avis c'est que ça a vraiment fait parler de... Cette vidéo a fait parler d'elle vraiment mondialement, et beaucoup de gens ont dû la regarder même à l'étranger. Et ça, évidemment, ça ne fait pas plaisir au régime russe. Dans son combat sans merci avec le maître du Kremlin, l'opposant russe avait abattu le 19 janvier sa carte maîtresse en diffusant sous forme de documentaire son enquête sur cette somptueuse résidence bâtie sur les rives de la mer Noire, entourée d'un vaste domaine. Sa construction est estimée à plus d'1 milliard d'euros et aurait été financée par des détournements de fonds publics à la demande et à l'usage du président russe. Une contre-attaque officielle s'est construite en 3 temps. Non, le palais n'appartient pas à Poutine, d'ailleurs c'est un chantier toujours en cours, et on a même trouvé son propriétaire. Donc voilà, ça c'est les 3 points de défense du gouvernement russe, et on va un peu avoir, à chaque fois, un peu plus en profondeur leur défense, leurs points finalement d'accroche, et la contre-attaque, la contre-contre-attaque des opposants. Vladimir Poutine lui-même répond à Navalny. Le 25 janvier, Vladimir Poutine lui-même balaye les accusations. « Je n'ai pas vu ce film, faute de temps », répond-il lors d'une rencontre télévisée avec des étudiants russes. « Rien de ce qui est montré comme étant mes biens ne m'appartient à moi ni à mes proches.
Il dénonce une opération destinée à laver le cerveau des Russes sans preuve. Jusque-là, Vladimir Poutine refusait de prononcer publiquement le nom d'Alexeï Navalny. Selon l'enquête menée par l'équipe d'Alexeï Navalny, le nom de Vladimir Poutine n'apparaît sur aucun document relié à la propriété, mais le président en est bien le bénéficiaire par l'intermédiaire de prête-noms. Le même jour, le principal journal de la télévision publique russe vient à la rescousse du chef du Kremlin. Selon les propos traduits par leur quotidien, le présentateur accuse l'Allemagne, qui a soigné Alexeï Navalny, après son empoisonnement, d'avoir aidé l'opposant à la réalisation du documentaire. L'Allemagne est le metteur en scène du film de Navalny. Ils lui ont ouvert les portes des archives du KGB pendant le tournage. Ils lui ont fourni toutes les informations qu'il réclamait tout en ayant l'intention délibérée de nuire au pays. Ils l'ont même aidé à faire sa vidéo qui est un montage. Ce film est donc une coproduction pour semer la zizanie en Russie. Le journaliste dément à sa façon les accusations d'obsession de la richesse et du luxe attribuées à Poutine dans le documentaire. Poutine porte toujours le même type de costume comme si c'était un uniforme. Il n'a pas plus de 5 cravates et des chemises simples et il est content comme ça. On voit bien où se trouve sa priorité, c'est son pays. Il n'en a rien à cirer du casino et des autres conneries avec lesquelles on essaie de le discréditer. C'est assez marrant comme défense parce que... Alors, moi, je serais pas tout à fait incertain, effectivement. Peut-être que l'Allemagne a bien aidé. On sait que les Russes ont beaucoup acté pour déstabiliser les démocraties occidentales, notamment, on sait pour l'Amérique, on sait pour la France aussi. Donc, ce ne serait vraiment pas étonnant qu'ils aient voulu contre-attaquer, sachant qu'en plus, ils avaient une pièce maîtresse qui est quand même l'opposant fort. Et autant se le mettre dans la poche, on sait jamais, hein, qu'ils réussissent à renverser le régime. Donc ça serait vraiment pas étonnant qu'ils aient aidé Navalny à créer son film. Maintenant, de là à dire que c'est un complot, une fameuse théorie du complot, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Trump était très friand des théories du complot. Et c'est une très bonne façon, justement, de pouvoir dire aux gens « Non mais regardez, ce sont eux les comploteurs en créant un complot. » Donc moi, je serais plutôt méfiant à dire « Bah oui, effectivement. » Et surtout que, regardez, je trouve que l'argument du journaliste « Mais oui, mais regardez, on dirait un militaire. » Oh pardon, faut que je m'habitue encore. Comme vous voyez, j'ai changé de pièce. « Oui, mais regardez, Poutine, il s'habille comme un militaire. Du coup, il a 10 vêtements et puis c'est tout. » Bon... on est tous humains, je crois. Je pense qu'on est tous humains et faut pas non plus... Enfin, c'est pas un argument, ça. C'est du faux fond, quoi. C'est vide, quoi. Ouais, bah alors à ce moment-là, moi, je me crée une réputation aussi de gars hyper carré. Et comme ça, bah, je détourne plein d'argent et vous le saurez jamais parce que j'ai l'air hyper carré. Bon, on va pas... Voilà, c'est un peu un faux argument. On pourrait dire la même chose aussi de Navalny, d'Alexeï Navalny. Non, mais c'est un homme qui travaille pour son pays, donc pourquoi est-ce qu'il mentirait? L'argument se retournerait totalement bien aussi de l'autre côté, donc ces arguments sont pas foufou pour le moment. Et voilà, je vous le dis, c'est vraiment objectivement, j'essaye vraiment de me mettre dans la tête. Voilà, moi j'essaye de pas prendre parti, on ne sait jamais. C'est pas parce qu'il est opposant que pour autant il a toujours raison. Il peut évidemment raconter du bullshit, il peut évidemment se tromper. On a déjà vu des gens se battre pour des causes justes et mentir pour ça. Enfin, pour des causes qui leur semblaient justes. Et c'est d'ailleurs la première raison des mensonges. La plupart du temps, c'est... On considère que mentir, c'est accepter quand c'est pour une bonne cause. Mais là, pour le coup, le premier argument, il est un peu pété. Concernant le régime russe. Ce n'est pas un palais, c'est un chantier. Ces arguments restaient un peu faibles face à la puissance des images diffusées. Le complexe comprend un amphithéâtre, une église, des vignobles, une enceinte de hockey sur glace, un tunnel menant à la plage ou encore un casino. Des images de synthèse reconstituent les fastes dorés des salles, des meubles, et même la brosse à WC italienne évaluée à 700 € pièce. Alors, en lisant ça, en fait, je sais pas ce qui est le plus choquant. Est-ce que le plus choquant, c'est que quelqu'un, je veux dire de manière générale, que Poutine ou un autre, ait ça, ou bien que ça existe? Qu'on crée des putains de brosses à chiottes à 700 balles. Est-ce qu'en vrai, dans notre monde... ça ne devrait pas être interdit? Je sais pas, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, mais perso, je me dis, est-ce que le problème c'est vraiment finalement que des gens soient capables de payer 700 € une brosse à chiottes, ou bien qu'on crée des brosses à chiottes qui valent 700 balles? Parce que peut-être, je sais pas ce qu'ont ces brosses à chiottes, mais...
Vendredi, les chaînes publiques russes ont diffusé des images tournées sur place. Elles montrent un bâtiment en chantier, bien loin du faste et de l'opulence décrit dans le documentaire. Cette vidéo a d'abord été diffusée sur la chaîne Telegram MASH. Elle montre par exemple une pièce décrite par Alexei Navalny comme une discothèque aquatique qui est en fait une fontaine vide. Tout le luxe qui est supposé être à l'intérieur de cet immense bâtiment n'y est pas, parce que tout le bâtiment est simplement un grand chantier, a déclaré le présentateur de la chaîne d'État Rossiya 24. Alors il faut toujours se méfier des chaînes d'État russes. Je vous le dis si vous ne les connaissez pas. Il y avait une photo ici, c'est dommage, elle y est plus. Mais il faut toujours se méfier parce que elles sont évidemment financées par le pouvoir. Et on le sait parce qu'on a notamment Russia Today qui est en France. Donc on le sait, elles ne sont pas objectives. Et objectivité, ça veut pas dire que on n'a pas... Personne n'est objectif à 100%, mais objectif, c'est dans le sens où elle a un bord, par contre. Elle a un bord politique clair et assumé. Elle fait passer ça pour une certaine neutralité, mais parce que ils sont engagés pour ça. Ils sont engagés pour dire qu'ils sont neutres, parce que pour eux, neutre, ça veut dire être pour l'État russe. Voilà. C'est un peu le délire, quoi. Donc, il faut prendre vraiment avec des pincettes ce qui se dit souvent dans les médias russes. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est dit dans les médias russes que c'est 100% faux. Je n'en connais pas comme ça, mais peut-être qu'il y a des enquêtes que les médias russes ont faites et qui sont extrêmement étayées, détaillées et qui prouvent certaines choses ou d'autres. Notamment concernant les opposants, je pense qu'ils doivent être peut-être assez forts pour trouver des petites magouilles. Bref. Mais bon, comme du coup elles sont pas super fiables, c'est assez... Voilà. L'équipe d'Alexei Navalny, chargée des enquêtes anticorruption, a rapidement remercié les médias publics russes de confirmer ce que dit le film. Le palais a dû être remis en chantier en raison de défauts graves de construction, en particulier d'humidité et de moisissure. MASH a confirmé ce que nous avons écrit à propos des travaux de réparation et de la moisissure. Merci, bien entendu, mais nous le savions déjà, écrit la direction de l'équipe. Et ça c'est intéressant, j'ai pas vu personnellement le documentaire, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas s'il est exclusivement russe, mais je suppose qu'il doit y avoir des sous-titres anglais au moins. Mais je serais hyper intéressé, il est d'ailleurs je crois ici le documentaire, je crois qu'il est publié à la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas, je mets le lien en description. Alors attendez, on va déjà mettre moins fort en vrai. Et je vais regarder juste sous-titres, voilà il y a des sous-titres anglais. Donc voilà, si vous voulez la regarder, je la regarderai peut-être pour me faire une opinion. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et si vous voyez peut-être aussi, si vous voyez des faiblesses dans l'argumentaire de Navalny, n'hésitez pas, ça va être hyper intéressant, c'est vraiment le truc, aller à la source pour soi-même, faire ses propres critiques, c'est vraiment le mieux qu'il y ait à faire. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est avec plaisir. On a retrouvé le propriétaire des lieux. Dernier épisode dans ses démentis, le milliardaire Arkady Rotenberg a fait samedi son coming out. Il affirme être le propriétaire du palais du Cap Idokopas. J'ai réussi à conclure un accord avec les créanciers il y a quelques années et je suis devenu bénéficiaire de ce site. Maintenant, ce ne sera plus un secret, dit-il dans une vidéo également publiée par la chaîne MASH sur Telegram. Tout est fait très soigneusement, efficacement et professionnellement. J'espère que nous terminerons la construction de l'hôtel dans quelques années, détaille l'homme d'affaires. Arkady Rotenberg est un ancien partenaire de judo de Vladimir Poutine. C'est même un ami de Poutine depuis l'enfance qui doit au président ses immenses richesses, précise le spécialiste de la Russie Galina Ackerman. Ça, je crois que c'est une spécialiste belge, je pense. Je pense pas dire de conneries. On verra. Rotenberg s'offre en sacrifice et revendique la propriété du palais de Poutine, commente sur Twitter le journaliste du Monde Piotr Smolar, donc un journaliste français. Cela illustre surtout l'effet dévastateur de l'enquête vidéo de Navalny, vue 100 millions de fois et ne pouvant être ignorée. Pour Galina Ackerman, Vladimir Poutine essaye désespérément de trouver une explication au palais dénoncé par Navalny. Mais qui d'autre que Poutine peut faire garder le territoire par le FSB, interdire le survol, géré par l'administration du président, bâtir par des sociétés d'État? Et je pense que là c'est le point fort, en fait de l'argumentaire, c'est qu'en fait déjà de 1, quand vous voulez avoir des informations sur un pays, il faut toujours lire évidemment les informations du pays, mais sachez que, et ça c'était je crois un prof en secondaire qui me l'avait dit, et j'ai remarqué que c'était très souvent vrai, mais les médias extérieurs sont souvent beaucoup plus objectifs que les médias intérieurs quand il y a un scandale. Donc notamment moi par exemple j'aime beaucoup lire ce qui se passe, comment les Français analysent la situation en Belgique quand ils font des articles sur la Belgique, parce que c'est vraiment passionnant, c'est beaucoup plus intéressant, et justement
il y a moins de clivage. Vous savez, nous, par exemple en Belgique, on a la droite, on a la gauche, et on les connaît, c'est des partis qui nous sont familiers. Mais en France, c'est pas forcément le cas, ils connaissent pas forcément les hommes politiques qui sont derrière, et donc c'est beaucoup plus objectif, parce que du coup, il y a beaucoup moins, le journaliste va être beaucoup moins orienté involontairement. Et donc du coup, souvent, c'est beaucoup plus intéressant de regarder des médias étrangers au pays pour avoir une vision plus objective. Ici, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous imaginez interdire de survol géré par l'État, finalement, et en plus faire garder par le FSB, la police secrète. On sait que Poutine a beaucoup d'amis, effectivement, des amis riches, mais qui auraient pu... On sait aussi que, justement, Poutine a la main mise sur le FSB, parce que je vous rappelle que Poutine provient lui-même des services secrets russes. De base, il a travaillé dedans. Je sais plus s'il avait un haut poste, mais je pense. Et du coup, il les a toujours eus sous sa main. Maintenant, peut-être... Évidemment, il y a toujours une possibilité que ce soit faux. Mais là, quand même, les preuves commencent à s'accumuler à charge. Et c'est vrai que... Imaginez, voilà. Imaginez qu'on vous accuse d'avoir un yacht. Alors que vous gagnez un salaire, j'invente, 2500 € par mois. Ok ? Donc vous pouvez clairement pas vous payer de yacht. Et on vient vous dire, mais t'as un yacht. Est-ce que vraiment vous sentiriez de vous justifier? Est-ce que vous seriez pas à un moment donné en mode, bah écoutez, c'est vrai qu'on s'en fout, si c'était pas vrai? Et c'est là où c'est un peu étrange, c'est pourquoi ça s'anime autant aussi chez l'État, alors qu'en réalité, ben, si c'est vraiment juste full bullshit, ils auraient pu juste laisser le gars dire, bah c'est à moi. Arrêtez, c'est à moi. Et puis, ça se serait arrêté là. Bref. Voilà, en attendant, c'est un article très intéressant. Ce n'est que mon opinion, évidemment. N'hésitez pas à mettre, encore une fois, la vôtre en commentaire. Hein. N'hésitez pas à liker et disliker cette vidéo en fonction de ce que vous pensez. N'hésitez pas à la partager autour de vous s'il y en a qui ne sont pas au courant encore de cette enquête. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous rappelle qu'elle est dans l'article. Hein, et elle dure certes 1 heure, 2 heures. Mais ça permet évidemment d'avoir un meilleur point de vue sur la situation et d'avoir les arguments soi-même. Peut-être de les gérer, de les analyser de sa propre façon. Voilà. On se retrouve bientôt pour une autre actu. Et puis, bah écoutez, des bisous. Hein. Des bisous.